À 6h45, Europe 1 vous répond. Thomas Soto. On parle beaucoup de la Syrie et un peu moins de l'Irak, qui reste pourtant une place forte des djihadistes de l'organisation État islamique. L'Irak, où s'est rendu hier le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, et où nous retrouvons tout de suite l'envoyé spécial d'Europe 1, Didier François. Bonjour Didier. Bonjour. Où en est l'État islamique en Irak? Est-ce qu'ils ont toujours le vent en poupe là-bas? Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que non, ils n'ont plus du tout le vent en poupe. Ils ont été mis sur la défensive depuis maintenant 3 mois. Le gros moment de bascule, ça a été la chute de Ramadi en décembre, qui était la plus grosse ville qu'ils tenaient après Mossoul et qui a été prise par les forces irakiennes. Depuis, l'État islamique ne cesse de reculer. Ils ont perdu, en estimation, à peu près 40% des territoires qu'ils avaient conquis il y a à peu près un an. Et partout, les forces irakiennes, les forces kurdes, enfin l'ensemble de la coalition les fait reculer. Aujourd'hui, le vrai objectif, c'est la préparation de la prise de leur capitale, l'encerclement de la ville de Mossoul, 2 millions d'habitants, qui est un peu leur fief dans le nord du pays. Mais ces djihadistes, Didier, ils se déplacent ou il y a carrément des défections au sein de l'État islamique? Alors il y a 2 choses en fait. Une partie des combattants qui avaient un peu rallié par opportunité ou qui avaient été engagés de force commence à déserter. C'est un mouvement qu'on voit apparaître sur les lignes de front. C'est-à-dire que pour la première fois depuis un an et demi, il y a certaines de leurs lignes de front qui ne sont plus tenues. Il y a des jeunes Irakiens ou des jeunes Syriens, parce que le phénomène est à peu près le même en Syrie, qui, dès qu'ils en ont l'occasion, désertent à tel point que l'État islamique a été obligé de renforcer ces groupes de volontaires étrangers, les djihadistes, pour tenir, y compris les lignes de front, alors que d'habitude c'était quand même un peu leur troupe de choc. Puis, sinon, le deuxième mouvement, c'est un mouvement de concentration de leurs efforts et de leurs troupes sur les 2 villes essentielles, Mossoul en Irak et Raqqa en Syrie, où ils ont essayé de faire des places fortes, des bastions très enterrés, mais sur lesquels justement les troupes de la coalition commencent maintenant à frapper, puisque on l'a bien vu, il y a 2 jours, les Français ont frappé à Mossoul avec les Américains. C'est la première fois que des avions français frappent des centres de commandement dans la ville de Mossoul. Ça veut dire que les frappes françaises se poursuivent en Irak aussi, hein? Oui, tout à fait, elles se poursuivent complètement. C'est un mouvement à 2 niveaux. Un premier mouvement qui est un mouvement de frappe aérienne, d'abord en appui des troupes irakiennes ou des milices kurdes, mais aussi des frappes sur les postes de commandement, les centres de ravitaillement, particulièrement sur tout ce qui peut produire de l'argent, à commencer par le pétrole. Vous savez que l'État islamique faisait beaucoup d'argent grâce à la contrebande de pétrole. Ils ont perdu plus de 50% de leurs ressources sur les 3 derniers mois, parce qu'il y a eu une campagne qui a été organisée par la coalition internationale pour frapper les puits de pétrole, les raffineries, les convois de camions, et à tel point que les combattants de Daesh, qui étaient payés à peu près $400 par mois, ont vu leur paye diminuer d'au moins de moitié. On a une question de Paul sur Europe1.fr, Didier François. On bombarde l'Irak, mais y a-t-il des soldats français sur place? Oui, tout à fait. Il y a à peu près 300 soldats français déployés en Irak. La moitié est déployée à Bagdad, où ils forment l'unité de lutte antiterroriste du gouvernement irakien. C'est ce qu'on appelle la brigade d'or, cette fameuse brigade très offensive. Ce sont les commandos, en fait, un peu les forces d'élite de l'armée irakienne. Ce sont eux qui ont repris la ville de Ramadi au mois de décembre. Ce sont les Français qui ont formé à peu près 50% des forces commandos d'Irak. C'était les légionnaires qui étaient là avant et qui les formaient. C'est maintenant des parachutistes. On les forme dans 3 domaines particuliers. La lutte contre les mines, parce que les djihadistes utilisent beaucoup les pièges, les explosifs pour empêcher les troupes irakiennes de progresser. Évidemment, le combat en zone urbaine, puisque c'est la préparation de la suite, de la possibilité d'encercler, puis à terme peut-être de prendre la ville de Mossoul. Et puis évidemment le secours au combat, donc tout ce qui est secourisme, soigner les gens sous le feu, parce que ça c'est quelque chose de très important pour l'armée irakienne. Et puis le même type de travail est fait dans le Kurdistan irakien, aux côtés des milices kurdes, les Peshmerga. Vous parliez de Bagdad, vous y étiez hier. Question de Frédéric sur Europe1.fr. Est-ce qu'on vit encore au rythme des attentats comme il y a quelques années dans la capitale? Alors oui, justement, plus les djihadistes perdent du terrain sur le plan militaire, plus leur position recule et plus ils ont recours aux attentats. Donc il y a à peu près 500 personnes malheureusement qui meurent chaque mois en Irak dans des attentats, dont à peu près une 50aine à Bagdad. Question de Jean sur Europe1.fr à présent. Est-il vrai que ce sont les anciens cadres du régime de Saddam Hussein qui ont structuré l'État islamique? C'est vrai, ça c'est une réalité, Didier?
Oui, c'est une réalité sur le plan militaire, effectivement. Ce sont une grande partie des anciens cadres du parti Baas qui sont des militaires, qui étaient des généraux particulièrement sunnites, puisque évidemment, ils s'étaient soulevés d'abord contre l'invasion américaine, mais surtout contre la prise, le gouvernement majoritairement chiite, puisqu'il avait été élu par la majorité de la population et que la majorité de la population était chiite. Mais comme les sunnites qui étaient au pouvoir avant ont refusé de perdre ce pouvoir, ils ont, pour beaucoup, rejoint l'État islamique. En tout cas, lui ont donné beaucoup de capacités militaires, beaucoup de capacités de renseignement. Didier François, vous êtes évidemment au plus près des militaires en Irak en ce moment. Quel est votre sentiment quand même sur la vie là-bas, sur la population irakienne? Est-ce que vous avez pu échanger un peu? Oui, bien sûr. Alors, dans Bagdad, honnêtement, c'est vrai que malheureusement, les attentats sont assez fréquents et souvent très meurtriers, parce que ce sont des attentats qui sont faits, par exemple, dans des mosquées, à des heures de prière, souvent sur les mosquées chiites. En revanche, la vie quotidienne dans la ville de Bagdad, moi j'étais basé à Bagdad en 2003, 2004, 2005, ça s'est quand même singulièrement amélioré. Alors à un prix malheureusement, c'est que une partie de la population sunnite de Bagdad a été expulsée du centre-ville et mise sur la périphérie ouest, et que ça devient de plus en plus une ville entièrement chiite. En revanche, c'est une ville qui maintenant aujourd'hui vit, il y a des cafés, il y a des restaurants, il y a des gens dans les rues, il y a des marchés qui fonctionnent. Le terrorisme n'empêche pas les gens de vivre, c'est malheureusement un poids terrible, mais les gens continuent à vivre et aujourd'hui l'Irak vit. Merci beaucoup Didier François, envoyé spécial d'Europe 1 en Irak, d'avoir répondu aux questions de nos auditeurs ce matin. Merci, bonne journée, bon courage Didier.